commencer? D'abord, je voudrais remercier Dr Mostafa et tout le comité d'organisation pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse et honorée d'être là parmi mes maîtres, collègues et amis pédiatres. Je vous félicite aussi pour le très beau programme scientifique que vous avez concocté. Et donc là, je vais vous parler de déficit immunitaire primitif, de comment suspecter un déficit immunitaire primitif, quels sont les signes cliniques d'orientation, quel est le contexte clinique d'orientation. Mais je vais également vous parler de la démarche du diagnostic biologique face à une suspicion de déficit immunitaire primitif. Mais comme tout immunologiste qui se respecte, je vais quand même commencer par un bref rappel sur le système immunitaire. Ce système immunitaire qui est tellement sophistiqué, dont la dynamique est tellement bien orchestrée, bien régulée, et dont le rôle essentiel est de nous protéger contre l'invasion par les pathogènes, quels que soient ces pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites. Le système immunitaire va mettre deux types de réponses immunes. D'abord, une réponse immune qu'on appelle réponse immune innée, qui est immédiatement mobilisable et qui fait appel à des effecteurs cellulaires qui sont là, prêts à entrer en jeu directement. Et je cite là, par exemple, les cellules phagocytaires, telles que la cellule macrophagique et le polynucléaire neutrophile, mais aussi les cellules NK, le système du complément. Toutes ces cellules entrent en jeu dans les premières heures qui suivent l'entrée d'un pathogène. Donc, ça se fait très rapidement et en général, ce type de réponse immune innée, qu'on appelait autrefois réponse immune non spécifique, arrive à neutraliser le pathogène. Mais pour une raison ou une autre, il arrive aussi que ce type de réponse soit dépassé. Et là, le système immunitaire fait appel à un plan B. Il a un deuxième type de réponse qu'on appelle la réponse immune adaptative, qui est beaucoup plus sophistiquée. Pourquoi ? Parce qu'elle fait appel à des cellules clés du système immunitaire que sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Pourquoi on les appelle cellules clés ? Parce qu'elles sont justement dotées de récepteurs spécifiques à l'antigène, spécifiquement adaptés à la nature du pathogène envahissant. Et là, les réponses immunes adaptatives vont être beaucoup justement plus adaptées à la neutralisation du pathogène et elles vont laisser place à ce qu'on appelle la mémoire immunologique pour que lorsque l'individu est agressé par le même pathogène, donc cette mémoire prend effet et neutralise rapidement les pathogènes. Donc les cellules phagocytaires, polynucléaires neutrophiles, macrophages. Le rôle essentiel des cellules phagocytaires, c'est d'englober, phagocyter, puis tuer essentiellement les bactéries extracellulaires. Et quand on dit bactéries extracellulaires, strepto, staph. Et donc, grâce à l'arsenal qui est aux produits toxiques qui sont produits au sein de ces cellules phagocytaires, ces cellules-là arrivent à neutraliser les pathogènes, donc type bactéries extra. Donc vous imaginez que toute anomalie de production des dérivés toxiques au niveau des cellules phagocytaires ou toute anomalie quantitative telle que par exemple les neutropénies vont se répercuter chez le patient par la présentation de manifestations type abcès à staph, abcès à pyogène et qui soient récurrents. Les cellules NK, on les appelle NK pour Natural Killer, tueuses naturelles. Ce sont des cellules dotées d'un arsenal cytotoxique pour les virus et pour les cellules infectées par les virus. Donc elles sont majoritairement impliquées dans l'immunité antivirale. Elles sont là pour liser les cellules infectées par un virus. Donc vous imaginez que tout déficit, par exemple en cellules NK, va se répercuter par des infections récurrentes, des infections type virale à RPS ou HPV. Le système complémentaire, c'est un système qui inclut une trentaine de protéines qui vont s'activer en cascade et qui vont former ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Ce complexe d'attaque membranaire va faire de véritables trous à la surface de bactéries essentiellement encapsulées, type méningocoque et pneumocoque. Donc, le système complémentaire est là pour liser les germes encapsulés et tout déficit en complément
va se répercuter chez le patient par exemple des infections à répétition à méningocoque, des méningites récurrentes à méningocoque. Le lymphocyte TCD4, on l'appelle le chef d'orchestre de la réponse immune. Vraiment, il a le rôle de la star dans les réponses immunes adaptatives. Ce chef d'orchestre, on l'appelle T-helper. Helper, pourquoi? Parce qu'il donne de l'aide aux autres cellules de l'immunité. Il donne de l'aide au lymphocyte B pour que le lymphocyte B se transforme en plasmocyte, lequel va sécréter des anticorps. Ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont neutraliser les virus pour qu'ils n'infectent pas les cellules, et ils vont aussi tuer et neutraliser les bactéries extracellulaires. Donc, vous imaginez que si on a une anomalie du B, si on a une anomalie de la coopération entre T-helper d'un côté et B de l'autre, on va avoir des patients qui vont se mettre à faire des infections bactériennes et virales. Le T-helper va donner de l'aide aussi au lymphocyte TCD8 pour que celui-ci devienne pleinement cytotoxique, pour qu'il lise les cellules infectées par un virus. Donc si jamais on a une anomalie de cette coopération ou une lymphopénie TCD8, on va avoir des patients qui vont se mettre à faire des infections virales. Le T-helper donne aussi de l'aide au macrophage, à la cellule macrophagique, pour qu'elle augmente son potentiel microbicide, pour que le macrophage détruise de façon efficace les bactéries intracellulaires, type par exemple Mycobacterium tuberculosis. Donc, toute anomalie de cet axe, on parle d'un axe entre le T et le macrophage, toute anomalie de cet axe va se répercuter chez le patient par des infections essentiellement à mycobactéries, et on a un syndrome qu'on appelle d'ailleurs syndrome de susceptibilité aux infections mycobactériennes qui est dû à l'anomalie de l'axe entre le lymphocyte T et le macrophage. Donc si le chef d'orchestre n'est pas là, on va avoir des patients qui vont se mettre à faire des infections à un large spectre de pathogènes, des infections à bactéries extra, intra, virales, etc. Et il faut penser à quoi? Exactement. Il faut absolument exclure une infection à HIV, d'autant plus que le patient développe des infections opportunistes. Donc, pour revenir au déficit immunitaire primitif qu'on appelle récemment erreur innée de l'immunité. Les déficits immunitaires primitifs sont un groupe d'anomalies génétiques, héréditaires, qui peuvent affecter n'importe quel composant du système immunitaire, des composants soit de l'immunité innée et ou de l'immunité adaptative, conduisant à une altération de la réponse immunitaire. Et pourquoi il faut penser au déficit immunitaire primitif? Parce que, malheureusement, on a une habitude qui est ancrée dans nos populations, celle des mariages consanguins. Il y a beaucoup de consanguinité dans notre population, et donc ça favorise l'émergence des maladies génétiques, et notamment des maladies autosomiques récessives, et notamment les déficits immunitaires primitifs à transmission autosomique récessive. Et comme vous le voyez ici sur cet arbre généalogique, donc on a beaucoup de mariages consanguins dans les différentes générations, et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la présence de plusieurs décès dans la famille, de plusieurs patients qui sont affectés. Donc il faut aussi penser au déficit immunitaire primitif pour pouvoir proposer une exploration adaptée pour un diagnostic précoce et pour une prise en charge efficace. Dr Bji vous a parlé tout à l'heure des greffes de moelle osseuse, et il est très bien placé pour dire que plus le diagnostic est précoce, plus la réussite de la greffe, donc, elle est probable. Sur le plan physiopathologique maintenant, très schématiquement et de façon très simplifiée, quels sont les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent les déficits immunitaires primitifs? On peut avoir soit une anomalie quantitative, soit une anomalie qualitative. Pour les neutrophiles, par exemple, anomalie quantitative, il s'agit des neutropénies congénitales ou des neutropénies cycliques à titre d'exemple. Anomalie qualitative, il s'agit, les neutrophiles sont là, mais ils sont incapables de produire les dérivés toxiques pour le pathogène, comme dans le cas de la granulomatose septique chronique. Pour les B ne sont pas là. Par exemple, le prototype, c'est la gamma-globulinémie où les B sont absents. Les B peuvent être présents, mais non fonctionnels, comme par exemple le cas du déficit immunitaire commun variable, et on va voir une observation clinique tout à l'heure. Pareil pour le T, les T ne sont pas là
il s'agit du déficit immunitaire, la forme la plus sévère, déficit immunitaire combiné sévère. Ils sont là, mais non fonctionnels, comme dans le cas du syndrome de Wiskott-Aldrich. Donc il y a beaucoup d'entités maintenant de déficit immunitaire primitif ou d'erreurs innées de l'immunité qui sont répertoriées, qui sont définies, qui sont présentées. Et il a fallu mettre un peu d'ordre dans toutes ces entités. Il a fallu proposer une certaine classification et une certaine catégorisation. Et là, c'est une classification très simplifiée et très schématique. Donc, la première catégorie, il s'agit des déficits qu'on appelle cellulaires ou combinés. Cellulaire, c'est par référence aux lymphocytes. Quand on parle de déficit cellulaire, il s'agit du lymphocyte qui est déficient. Pourquoi cellulaire ou combiné? Parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si le T n'est pas là, le B ne fonctionne pas correctement. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle aussi déficits combinés, parce qu'ils altèrent à la fois les réponses cellulaires T, mais aussi les réponses humorales B. Deuxième catégorie, les déficits humoraux, où il s'agit d'une altération uniquement du B. Troisième, les déficits des cellules phagocytaires. Il y a les déficits complexes. Les déficits complexes sont les déficits qui, à côté de l'atteinte du système immunitaire, les patients présentent l'atteinte d'autres systèmes, une atteinte neurologique, une atteinte des os, des malformations, un syndrome dysmorphique, etc. Donc, on parle de déficits complexes. Les déficits de la régulation, c'est la régulation de la réponse immune. Il y a beaucoup de types de déficits, notamment le syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité ou ALPS syndrome, les déficits de l'immunité innée, les désordres auto-inflammatoires et les déficits en complément. Mais encore une fois, cette classification est vraiment simplifiée par rapport à la classification actuelle. Alors, quel est le signe clé qui nous fait suspecter un déficit immunitaire primitif? C'est bien entendu l'infection. Mais cette infection a ses caractéristiques. Ce n'est pas l'infection banale qu'on voit chez le petit enfant. Ce sont des infections inhabituelles, causées par des germes atypiques ou opportunistes qui, normalement, chez l'individu immunocompétent, ne font rien du tout. Ce sont des infections récidivantes, récurrentes, qui se répètent dans le temps. Ce sont des infections qui ont tendance à passer à la chronicité, qui sont persistantes et qui ne guérissent pas ou guérissent très mal guérissent pendant une durée limitée. Ce sont des infections qui sont sévères, nécessitant la plupart du temps des hospitalisations et les traitements par voie intraveineuse. Et ce sont des infections qu'on appelle familiales, qui circulent dans la famille. C'est-à-dire qu'à l'interrogatoire, on va trouver la notion d'un frère aîné, d'un cousin, d'un oncle qui a fait exactement la même chose et la même symptomatologie. Point intéressant à mentionner, c'est que ces infections-là peuvent être à large spectre, mais elles peuvent aussi être à spectre restreint. Ça veut dire qu'il y a d'authentiques déficits immunitaires primitifs où les patients ne développent des infections que face vis-à-vis d'un seul groupe de pathogènes. Par exemple, une susceptibilité aux mycobactéries ou des infections candidosiques uniquement ou des infections herpétiques uniquement. D'accord? Et là, ça devrait aussi faire suspecter la présence d'un déficit immunitaire primitif sous-jacent. Donc, il y a eu plein de tentatives par les associations et les fondations dans la Jeffrey Model Foundation qui ont concocté ce type de brochure pour aider le pédiatre à reconnaître ou à suspecter un déficit immunitaire primitif. Par exemple, la notion d'au moins 4 épisodes d'otite durant une période d'1 an, au moins 2 épisodes de sinusite sévère sur une période d'1 an, la prise d'antibiotiques pendant 2 mois avec des effets qui ne sont pas satisfaisants, etc. Donc, ces signes d'alerte peuvent aider le pédiatre à s'orienter face à un déficit et à suspecter un déficit immunitaire primitif. Il faut savoir que les déficits immunitaires primitifs sont essentiellement et majoritairement diagnostiqués chez les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants en bas âge. Mais ils ne sont pas uniquement l'apanage des enfants. Et de plus en plus, il y a des déficits qui sont diagnostiqués à l'âge adulte. Et d'ailleurs, il y a des déficits qui sont très fréquents chez l'adulte. Et cette différence d'âge, en fait, elle corrèle avec la sévérité du déficit immunitaire primitif sous-jacent. C'est-à-dire, plus le déficit sous-jacent
il est sévère, plus le patient va développer des manifestations donc, qui vont être alarmantes et sévères depuis le jeune âge, et puis on va le diagnostiquer chez l'enfant. Mais par exemple, pour les déficits qui ne vont concerner que le B ou pour des classes ou sous-classes particulières des anticorps, ça va surtout se voir chez l'adulte et ça va être plus modéré, mais ce sont des adultes qui vont développer des infections qui vont être récurrentes au fil des années, ils vont développer des complications suite à ces infections-là. Et notamment suite aux infections pulmonaires, ils vont développer des dilatations de branches. Donc, on sait tous que le système immunitaire est là pour protéger l'individu face à l'invasion par les pathogènes, mais ce n'est pas sa seule fonction. Le système immunitaire est aussi là pour protéger, pour monter ce qu'on appelle une immunosurveillance antitumorale, pour protéger l'agression du système immunitaire contre ses propres antigènes, pour éviter donc, tout ce qui est réaction auto-immune, pour tolérer les allergènes. Donc il est là en fait pour plein de raisons. Et donc la conséquence des déficits immunitaires primitifs, ce n'est pas seulement les infections, mais c'est aussi le développement d'auto-immunité, de manifestations allergiques, de syndrome lymphoprolifératif et de désordres auto-inflammatoires. Et d'ailleurs, on a un shift dans les signes d'alerte des déficits immunitaires primitifs. Ce ne sont pas uniquement des signes d'alerte qui concernent les infections récurrentes, sévères, atypiques, etc. Mais de plus en plus, on a un nouveau groupe de signes d'alerte, comme par exemple les cytopénies auto-immunes, comme par exemple les lymphoproliférations, le développement de cancer, l'eczéma, les endocrinopathies, etc. Et ce shift, en fait, a eu lieu grâce à l'identification de nouveaux gènes qui sont impliqués dans tout ce qui est régulation immune, comme par exemple les gènes FAS-ligand ou le gène FOXP3 pour les lymphocytes T régulateurs. Donc, quel est finalement le contexte clinique d'orientation des déficits immunitaires primitifs? L'âge de début des signes cliniques, mais il faut avoir à l'esprit que les déficits immunitaires primitifs peuvent aussi être diagnostiqués chez l'adulte, la notion de décès dans la fratrie ou de tableau d'infection similaire, la notion de consanguinité, le retard de croissance, les infections persistantes récurrentes qui résistent au traitement habituel, les infections opportunistes, la présence de manifestations évoquant une dysrégulation immunitaire d'une façon générale, comme les cytopénies auto-immunes, les allergies, etc. Et aussi la présence de symptômes évoquant l'édipe complexe ou syndromique, comme par exemple l'ataxie cérébelleuse, les télangiectasies conjonctivales, un syndrome dysmorphique, etc. Donc j'ai mis cette planche juste pour rappeler la place des techniques de séquençage haut débit, au NGS, pour Next Generation Sequencing, dans l'identification de nouveaux gènes et impliqués dans les déficits immunitaires primitifs et dans l'augmentation du nombre de déficits immunitaires répertoriés jusque-là. Dans les années 70, on avait 16 déficits immunitaires primitifs qui étaient répertoriés. Actuellement, on approche les 500 types différents de déficits immunitaires primitifs. Et vous voyez là le nombre de gènes en 2018, par exemple, presque 70 gènes. En 2019, pareil, le nombre de gènes qui sont identifiés par an. Donc le nombre de nouveaux déficits immunitaires primitifs qui sont identifiés par an. Donc face à cette ampleur et ce nombre donc, qui ne cesse de croître, de quoi disposons-nous pour procéder à l'identification et au diagnostic immunologique et génétique de ces déficits immunitaires. Donc là, on passe à la démarche du diagnostic biologique des déficits immunitaires primitifs. Donc on a dit que face aux signes cliniques d'alerte, il faut absolument exclure un déficit immunitaire secondaire. Commencez par faire une simple NFS, un hémogramme. Donc toujours comparer les valeurs de la NFS par rapport
aux valeurs pour l'âge, rechercher la notion de lymphopénie, parce que la lymphopénie, elle peut refléter un déficit cellulaire ou un déficit combiné, puisque les lymphocytes T représentent à peu près les 2/3 de l'ensemble des lymphocytes, ou un peu plus. Donc, tout déficit des lymphocytes T va se refléter sur la NFS. Ce n'est pas le cas du déficit en lymphocyte B. Il faut rechercher la notion de neutropénie. Il faut rechercher si le patient présente une éosinophilie, parce qu'une hyperéosinophilie peut nous orienter vers un certain type de déficit immunitaire primitif, comme le syndrome d'Omen ou le syndrome hyper-IgE, etc. Il faut aussi rechercher s'il y a une anémie ou une thrombopénie, parce que ces cytopénies-là peuvent constituer des stigmates d'auto-immunité. Il faut voir le volume plaquettaire moyen, parce qu'une baisse du volume plaquettaire moyen peut orienter vers un type de déficit qu'on appelle le Wiskott-Aldrich. Donc, après la NFS, il faut compléter par le dosage pondéral des immunoglobulines pour voir un peu le profil des différentes classes d'immunoglobulines. Pareil, il faut toujours comparer par rapport aux valeurs pour l'âge et faire attention aux trous physiologiques juste avant l'âge de 6 mois, puisqu'on est au bas du creux et l'enfant, à partir de ce moment-là, commence à synthétiser ses propres IgG. Autant le dosage pondéral des immunoglobulines nous donne une idée globale sur la capacité de l'individu à produire des anticorps dirigés contre beaucoup de pathogènes, on va s'orienter vers la pratique de ce qu'on appelle les sérologies pré- et post-vaccinales, donc qui permettent de mesurer le titre d'anticorps spécifiques en réponse à une exposition à des antigènes vaccinaux. Donc, dans notre cas, on propose que le patient soit vacciné par le vaccin antitétanique, par exemple. Donc, on fait un dosage pré-immunisation avant la vaccination par le vaccin antitétanique. Donc, on lui fait le vaccin, on le reprélève 3 à 4 semaines après. Donc, c'est le dosage post-immunisation et on voit s'il y a une augmentation du titre d'IgG spécifiquement dirigé contre le vaccin antitétanique. Parce que certains déficits immunitaires primitifs s'associent à une anomalie ou à une faible réponse de production d'anticorps spécifiques, et ça peut nous orienter vers tel ou tel déficit. Donc, si on a une lymphopénie à la NFS, une hypogammaglobulinémie au dosage pondéral des immunoglobulines ou des sérologies à défaut de production d'anticorps post-vaccinaux, donc on va compléter par le bilan immunologique de deuxième intention. Mais même si on a une normalité de ce bilan immunologique de première intention, mais avec une forte présomption clinique, il faut quand même compléter par le bilan immunologique de deuxième intention, qui inclut le phénotypage lymphocytaire, les tests de transformation lymphocytaire, le test NBT-DHR et l'exploration du complément. Donc ce bilan immunologique de deuxième intention inclut, comme je l'ai dit, le phénotypage lymphocytaire. Il s'agit d'évaluer quantitativement les différentes sous-populations lymphocytaires de l'individu, les lymphocytes T totaux, les lymphocytes T4, T8, B, NK, etc. On a aussi la possibilité d'étudier certains marqueurs à la surface des lymphocytes, comme la molécule DR, CD40, CD40 ligand, etc., qui peuvent nous orienter vers tel ou tel type de déficit immunitaire primitif. On a aussi la possibilité d'étudier à l'intérieur de la cellule. Donc on fait une perméabilisation cellulaire et on voit l'expression intracellulaire d'un certain nombre de marqueurs pour nous orienter vers tel ou tel déficit. Donc ça, c'est le phénotypage lymphocytaire, grâce auquel aussi on a la possibilité de phénotyper certaines sous-populations lymphocytaires T et B qui sont essentielles pour le diagnostic immunologique des déficits immunitaires primitifs. Les tests de prolifération lymphocytaire, maintenant, c'est une évaluation qualitative des lymphocytes T, de leur capacité à répondre à différents stimuli et à interagir avec ces stimuli-là. Et leur baisse va nous orienter vers des déficits cellulaires et vers des déficits cellulaires sévères. Le test NBT, c'est un test semi-quantitatif, et le test DHR, c'est un test quantitatif qui explore tous les deux la capacité de la cellule
macrophagique et notamment le polynucléaire neutrophile à produire des dérivés oxygénés hautement toxiques pour le pathogène. Enfin, l'exploration du complément, on la réserve dans certains cas pour les patients qui ont des méningites à méningocoque, par exemple. Sur le plan moléculaire ou génétique, de quoi disposons-nous? Donc, on a la possibilité, grâce à l'identification de mutations qu'on appelle fondatrices, c'est-à-dire de mutations qui sont très fréquentes dans certains types de déficits immunitaires, on a la possibilité d'aller directement voir si le patient présente ces mutations-là et donc de proposer un diagnostic anténatal par la suite. Mais comme vous le savez et comme je l'ai montré tout à l'heure, le nombre est tellement important des déficits immunitaires primitifs qui sont identifiés que l'étude génétique classique par gène candidat qu'on avait l'habitude de faire ne répond plus à nos besoins. Parce que les tableaux cliniques et même les tableaux biologiques peuvent parfois être chevauchants. Il peut y avoir des phénotypes cliniques qui peuvent orienter vers un type de déficit et il s'avère qu'il s'agit d'un autre type. Il peut y avoir des présentations atypiques, des présentations hypomorphiques. Donc vraiment, l'approche génétique des déficits immunitaires primitifs telle qu'on la faisait avant, par gène candidat, donc approche classique, est coûteuse et donc ne devrait plus à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'on est en train d'implémenter aujourd'hui au laboratoire à l'Institut Pasteur de Tunis le screening génétique par séquençage haut débit sur panel de gènes qui est impliqué dans les déficits immunitaires primitifs. Et on a un panel qui regroupe environ 300 gènes différents impliqués dans les DIP, ce qui est déjà pas mal. Et ce type d'approche permet de modifier le diagnostic clinique dans 43% des cas, ou 45% des cas, de modifier la prise en charge dans 40%, le traitement dans 36% des cas et le conseil génétique dans 62% des cas, ce qui est fantastique pour les malades atteints de déficit immunitaire primitif. Et j'espère qu'à moyen ou à court terme, on pourrait donc faire que la paillasse soit pleinement fonctionnelle. Justement, pour essayer de faire que la partie visible de l'iceberg des patients qui sont atteints de déficit immunitaire primitif soit plus visible et que le pourcentage ici des patients non diagnostiqués diminue, puisque les estimations actuelles malheureusement indiquent que 70 à 90% des DIP restent malheureusement non diagnostiqués, et ça c'est une collaboration étroite entre nos collègues pédiatres et les immunologistes. Donc là, je vais rapidement passer quelques observations cliniques pour fixer les idées. Je vais commencer par cette observation d'un nourrisson qui est âgé de 4 mois, qui est issu de parents consanguins, qui a un frère et une sœur déjà qui sont malheureusement décédés entre le 3e et le 6e mois de vie, et qui a commencé à présenter un muguet buccal récurrent depuis l'âge de 1 mois avec des diarrhées chroniques retentissant sur la croissance, et elle a aussi développé des bronchopneumopathies récidivantes. Elle a été admise pour un syndrome alvéolo-interstitiel diffus, bilatéral hypoxémiant, et la recherche de P. gyrovecii était positive dans le lavage broncho-alvéolaire. Donc ça, c'est vraiment le tableau classique. Le tableau classique qui va nous orienter. Et déjà, dès le départ, on sait quel type de déficit peut expliquer ces manifestations-là. On sait que c'est un déficit cellulaire, parce que c'est sévère, parce que l'âge de début, il est vraiment très précoce, parce que le type de pathogène, c'est un germe opportuniste. Les manifestations sont très sévères, etc. Donc, il s'agit probablement d'un déficit cellulaire. Bien entendu, il faut éliminer l'infection HIV. On a complété par une numération formule sanguine qui a confirmé la lymphopénie. On a complété par le dosage pondéral des immunoglobulines qui a confirmé l'hypogammaglobulinémie globale, qui porte sur les 3 classes d'immunoglobulines. Et on a complété par le phénotypage lymphocytaire et les tests de prolifération lymphocytaire. Et là,
c'est le tableau le plus sévère des déficits immunitaires primitifs. C'est le déficit immunitaire combiné sévère. C'est la forme la plus sévère des DIP. Et là, pourquoi le phénotypage lymphocytaire il est important? Quand on dit DIX, T-, B-, NK+, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de T, qu'il n'y a pas de B et que seuls les NK sont présents, c'est parce que ça nous oriente vers le gène qui est potentiellement impliqué dans le déficit immunitaire combiné sévère. Et comme vous le voyez, il y a différentes anomalies qui peuvent donc interférer avec la maturation normale des thymocytes au niveau du thymus. Et là, l'anomalie qui interfère au niveau des lymphocytes T et au niveau des lymphocytes B, c'est une anomalie au niveau des gènes de la recombinase qui sont importants justement pour le développement des lymphocytes T et B et pour la maturation lymphocytaire T et B et pour le répertoire lymphocytaire, les TCR et les BCR. Deuxième observation, il s'agit d'un patient quatrième enfant de parents consanguins au premier degré ayant un frère décédé à l'âge de 4 mois. Donc, pareil, la symptomatologie est très précoce. Depuis l'âge de 3 mois et demi, il a développé une éruption érythémateuse desquamative et l'interrogatoire des parents retrouve la notion de pneumopathie et d'épisode diarrhéique. L'examen retrouve une splénomégalie et des ganglions inguinaux. Donc, par rapport à la première observation, le plus dans cette observation, c'est la présence de l'éruption et la présence du syndrome lymphoprolifératif. On a complété par la NFS. Le chiffre des lymphocytes, il est plus ou moins correct, mais surtout, il y a une hyperéosinophilie importante et le dosage des immunoglobulines a permis de montrer une augmentation importante des IgE. Et le phénotypage des lymphocytes a montré 80% de lymphocytes T et 1% de lymphocytes B. Et là, c'est la confirmation du syndrome Domaine qui est en fait une forme hypomorphique un peu plus modérée que la forme DIX. Troisième observation. Patient âgé de 2 ans et demi qui a présenté depuis l'âge de 1 an 3 épisodes d'otite bactérienne, une arthrite septique à hémophilus. Et actuellement, il a été hospitalisé pour méningoencéphalite virale. Déjà, le premier constat, c'est que l'âge de début des signes cliniques, il est un peu plus tardif. Ce n'est pas les premiers mois de vie. Là, on a commencé à développer la symptomatologie clinique à partir de l'âge de 1 an. Donc, on n'est plus dans le déficit cellulaire, on s'oriente plus vers le déficit humoral. D'accord ? On a complété donc par la NFS qui était normale, le dosage des immunoglobulines et le PP montre l'effondrement de toutes les classes d'immunoglobulines. Donc là, c'est le tableau classique d'une A-gamma globulinémie où on a une absence de lymphocyte B. Donc le traitement, c'est la substitution par immunoglobuline intraveineuse toutes les 3 à 4 semaines. Quatrième observation, patiente âgée de 18 ans, il n'y a pas la notion de consanguinité, qui a développé à partir de l'âge de 4 ans un adénophlégment, des angines à répétition depuis le jeune âge, une pansinusite chronique et des bronchopneumopathies récidivantes qui se sont compliquées de dilatation de branches. L'NFS ne montre pas de lymphopénie, pas de neutropénie. Elle montre par contre une anémie hémolytique auto-immune puisque le test de Coombs était positif. Le dosage des immunoglobulines montre la baisse des IgG et des IgA, donc elle a une hypogamma-globulinémie. On a complété par les sérologies vaccinales, et là, elle ne répond pas du tout au vaccin antitétanique en termes de production d'IgG. Et on a complété par un phénotypage lymphocytaire qui a montré un phénotypage normal concernant les principales populations lymphocytaires T et B, mais qui a montré la baisse d'une sous-population lymphocytaire B particulière qu'on appelle les lymphocytes B mémoire switchés et qui est abaissée justement lorsqu'il s'agit d'un déficit immunitaire commun variable. Donc là, grâce à l'ensemble des résultats de l'exploration immunologique et grâce donc aux signes cliniques présentés par la patiente, on a pu donc confirmer le diagnostic de déficit immunitaire commun variable qui reste le déficit immunitaire primitif le plus fréquent chez l'adulte. Cinquième observation,
Là, on a un nourrisson qui a développé à l'âge de 3 ans, qui est âgé de 3 ans, qui est issu de parents cousins germains, qui a développé une BCG à l'âge de 3 mois et demi, qui a évolué vers la fistulisation, qui a développé de multiples abcès à staph, du cuir chevelu, etc., traités en dermato, et qui est actuellement hospitalisé pour pneumopathie aspergillaire. Donc là, c'est une présentation clinique typique d'un déficit qu'on appelle la granulomatose septique chronique. D'accord ? Donc on a complété par la biologie qui n'a montré qu'une hypergamma portant essentiellement sur les IgG, donc une hyper-IgG importante, et on a complété par l'étude des fonctions phagocytaires par le test de réduction du nitrobleu de tétrazolium qui a montré une absence complète de réduction et qui a permis donc de confirmer ce diagnostic-là. Et la CGD, ou granulomatose septique chronique, il faut savoir que c'est le déficit le plus fréquent des cellules phagocytaires. Donc finalement, on voit qu'à chaque DIP, son type d'infection et son âge de survenue. Pour les déficits qui portent sur le lymphocyte T, ce sont plutôt des patients qui vont développer des infections à germes opportunistes, à développement intracellulaire, des BCG, des infections candidosiques, à muguet récurrent, etc. Pour les lymphocytes B, l'atteinte du lymphocyte B, ce sont des patients qui vont développer essentiellement des bactéries extracellulaires, des infections à bactéries extracellulaires souvent encapsulées, mais aussi des infections virales à type d'entérovirus. Et pour le déficit des cellules phagocytaires, ce sont des patients qui vont développer des infections mycobactériennes, des abcès à staph profonds et cutanés et des infections aspergillaires. Avant-dernière observation, il s'agit de M. M, âgé de 26 ans, qui a été opéré depuis l'âge de 10 ans à 9 reprises pour abcès cutané à staphylocoque. Bon, ça n'a pas dû interpeller le chirurgien qui l'a opéré 9 fois. Par ailleurs, il présente un eczéma. Il a été hospitalisé pour 2 épisodes de pneumonie et l'examen révèle une légère dysmorphie faciale. C'est un cas réel. Hein. Donc l'NFS était normal, mis à part la présence d'une légère hyperéosinophilie. Le dosage pondéral des immunoglobulines, il est normal, le phénotypage normal et les tests de transformation lymphocytaire, ils étaient normaux. On a complété par le dosage des IgE qui était très augmenté. Et on a suspecté un déficit complexe ou syndromique qu'on appelle le syndrome de Buckley ou le syndrome hyper-IgE, et dans lequel les patients présentent un eczéma, présentent un palais ogival, une hyperlaxité ligamentaire, des traits grossiers avec un front bombé, l'élargissement de l'encelure nasale. Et donc, on a pu confirmer chez lui le diagnostic moléculaire et il a un déficit au niveau du gène STAT3. Dernière observation. Il me reste 10 minutes. Dernière observation. Là, c'est une patiente qui est âgée de 20 ans, qui est issue de parents consanguins et qui a développé sa symptomatologie depuis l'âge de 7 jours, avec une splénomégalie. À 4 ans, elle a développé un syndrome lymphoprolifératif et la biopsie ganglionnaire a conclu à une lymphadénite réactionnelle. À 13 ans, elle a développé une anémie et une thrombopénie assez sévères. À 15 ans, elle a développé aussi des polyadénopathies cervicales et elle a été traitée comme une leucémie aiguë avec rémission transitoire de 12 mois. À 16 ans, elle a développé un syndrome hémorragique associé à un syndrome tumoral. Et à 20 ans, elle a développé une anémie et une thrombopénie associée à une splénomégalie. Et là, vous voyez le parcours qui est assez lourd de ce type de patient, où on a une errance diagnostique, où c'est vrai que là, par rapport à cette observation, par rapport à toutes celles que je viens de montrer, il y a un signe qui manque. Il n'y a pas d'infection. Il y a juste les cytopénies et le syndrome lymphoprolifératif. Et on a pu, grâce à l'exploration immunologique, on a trouvé chez elle une hypergammaglobulinémie très importante.
On a suspecté une anomalie justement de la régulation immunitaire et une anomalie de la voie phase-phase ligand, donc une anomalie du phénomène qu'on appelle contraction clonale dans la réponse immune. C'est quoi la contraction clonale? Très très rapidement, c'est lorsqu'on est agressé par un antigène, on a un phénomène d'expansion lymphocytaire pour contrer l'antigène et le neutraliser. Et lorsqu'il y a la clairance de l'antigène, on n'a plus besoin de garder toute cette population lymphocytaire en périphérie, donc elle va subir un phénomène de contraction clonale grâce à un couple de molécules qu'on appelle phase-phase ligand. Et là, notre patiente, elle a une anomalie justement au niveau de la molécule phase, et elle a ce qu'on appelle le syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité. Donc je conclus. Il faut absolument penser à éliminer un déficit secondaire avant de chercher un déficit immunitaire primitif. Pensez à rechercher un déficit immunitaire primitif devant des infections sévères et ou récurrentes et ou inhabituelles à large spectre de pathogènes, mais aussi à spectre restreint. Ne pas éliminer un déficit primitif devant la normalité des examens biologiques de première intention, c'est-à-dire la normalité de la NFS, du dosage des immunoglobulines, et penser à un déficit immunitaire primitif devant la présence de manifestations non immunologiques ou encore des manifestations auto-immunes et ou lymphoprolifératives. Et je vous remercie.